Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un épisode spécial de Intégral Foot, comme chaque jeudi soir à 19h10. Alors ce soir c'est un épisode spécial déjà parce que on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, les ultras, les supporters dans le football en général. Et en plus je suis à l'animation et tout seul parce que Béchir ne sera pas là dans l'émission ce soir et il est plus en off ce soir. Donc voilà. D'abord je vais pour commencer présenter les invités qui nous ont fait le plaisir de venir dans l'émission ce soir. Alors premièrement, c'est quelqu'un que je connais bien, c'est Florian Brunet des Ultramarines. Bonsoir Florian. Bonsoir les gars. Donc Florian, toi tu es une des voix qui s'exprime pour les Ultramarines en général. Il y a Laurent Perpignat et puis il y a Romain Manchi. Tout à fait, vous êtes tous les trois en général. Voilà. Et donc tu vas nous parler après mon petit coup de gueule que je voulais passer du match où tu étais à Strasbourg, où tu as fait partie malheureusement des personnes qui ont un peu fait le tour du net et qui ont fait réagir justement. Et donc on va en parler tout à l'heure avec toi. Et donc je vais recevoir aussi à l'antenne, ils sont avec nous. Alors certains les connaissent sûrement, on les connaît plus sous le nom de supporters. Ils font un peu, on va parler de ça après avec eux. C'est un petit tour de France que vous faites des tribunes. Bonsoir Frédéric Scarbonci donc, et bonsoir Christophe Garnier. Exactement, merci. Voilà. Alors pour commencer, donc moi j'avais un petit coup de gueule. Alors je pense que depuis moi j'ai fait de la web radio sur le monde des ultras depuis 2011 jusqu'en 2016. Et donc moi ce qui m'a un petit peu interpellé c'est que tout le monde se mettait à réagir, tant mieux parce que il serait temps. Mais malheureusement depuis 2011 où ça avait commencé avec le mouvement parisien, ça s'est étendu par la suite avec de plus en plus de supporters qui ont été touchés par cette répression abusive. Et là, avec ce qui s'est passé ce week-end et avec ce qui se passe depuis quelques mois, ça commence à réagir et beaucoup commencent à passer des coups de gueule par rapport justement à cette répression qui est faite envers les supporters en général, avec de nombreuses interdictions de stade, des huis clos, des tribunes qui sont fermées collectivement plutôt que on préfère punir toute une tribune plutôt que de choper les mecs, alors que voilà. Après, est-ce qu'il faut vraiment punir collectivement? Est-ce que c'est la solution la plus facile? Je sais pas. Mais malheureusement, c'est de plus en plus ça, et on voit que de plus en plus de répression abusive envers les supporters. Malheureusement, moi, je me rappelle en avoir parlé depuis 2011, et on voit que finalement, on était dans le faux, pas dans le faux, on était dans le vrai justement. Et moi, mon petit coup de gueule aussi, c'est pour le président de la Ligue, Didier Quillot. Enfin, je sais pas s'il est président d'ailleurs, Florian, il est président, Didier Quillot. Non, de la commission de discipline, non? Non, Didier Quillot. La présidente, ouais, c'est Nathalie Boy de la Tour. Voilà, exactement. Ouais, de la Tour. Ouais, merci. Et moi, c'est là que c'est parti parce que je l'interpelle souvent sur Twitter, mais bon, j'ai jamais eu de réponse, bien sûr, en disant, il y a quelques mois sur SFR Sport, il avait déclaré en France, on sait gérer le déplacement des supporters. Prouvait depuis quelques temps que c'est pas le cas du tout. Et malheureusement, on pensait qu'après l'Euro 2016, après l'arrêt de l'état d'urgence, parce que c'était l'excuse aussi, finalement, on se rend compte que l'état d'urgence, avant déjà, à l'état d'urgence, il y avait de la répression qui était faite, des interdictions de déplacement. On se rend compte que ça continue encore après l'état d'urgence et après l'Euro 2016, alors que beaucoup pensaient que justement ça allait se calmer après l'Euro 2016. Et malheureusement, on arrive à des extrêmes comme s'il y a eu ce week-end avec toi, Florian, et tes amis bordelais. Florian, voilà, moi, mon coup de gueule, il est passé. C'était un préambule pour lancer l'émission. Et je voulais que tu nous expliques ce qui s'est passé. Là, vous étiez à Strasbourg-Bordeaux, donc. Et vous avez vécu des faits qui ont fait le tour du net et qui malheureusement interpellent beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas à Strasbourg? Déjà, faut contextualiser. Nous, ça fait déjà un petit moment qu'on a choisi cette voie, on va dire, de radicalisation. On a gagné un bras de fer. D'ailleurs, c'est un mot qui peut faire peur à certaines personnes quand tu dis radicalisation. C'est légitime, c'est ce qui se passe, mais cette radicalisation, c'est pas nous qui la souhaitons, c'est tous ces gens-là qui prennent des décisions
complètement contraire à ce qu'il faut faire, qui nous oblige à utiliser de tels mots et à faire de telles actions, parce que notre action de samedi, c'est une action radicale. Hein. Voilà, donc il faut appeler un chat un chat. Hein. Donc l'année dernière, on a mené un premier bras de fer avec la préfecture de Nantes qu'on a gagné, puisque on avait un nombre. Non, au départ c'était carrément interdit, et on avait réussi à faire fléchir la préfecture de Nantes en faisant un tapage médiatique et en disant qu'on ne respecterait pas l'interdiction de déplacement, et on avait eu un quota de place. Bon, ça c'était nos premiers combats. Qu'on avait réussi à gagner. Cette année, rebelote avec Nantes. Donc, le point de départ, c'est la banderole de Troyes. La section de Savoie fête ses 25 ans. Un voile est déployé sur toute la tribune. Bon, Troyes, c'est une tribune à étage. Et la banderole, après, tombe dans l'étage en dessous. Et il y a pas mal de fumigènes qui sont allumés. On a eu un défaut de vigilance. Il y a un fumigène qui a mis feu à la banderole, mais on a surtout prouvé au service de sécurité de Troyes qu'ils étaient vraiment pas en place, quoi, parce qu'il fallait pas que ça soit un gros incendie qui prenne. Vu le temps qu'ont mis les pompiers à arriver, on a surtout rendu service aux gens qui s'occupent de la sécurité pour leur montrer qu'ils étaient à côté de la plaque. Bon, du coup, ça a mis quelques minutes à se calmer. Il y a eu évidemment aucun blessé. Il y a eu une petite frayeur d'une ou deux minutes, mais ça reste un incident totalement mineur. Et ces personnes de la Ligue, qui ne se remettent absolument pas en cause, que ça soit pour la tribune qui s'est écroulée à Amiens, ou même si on remonte encore plus loin, notamment à Furiani, ces gens-là qui ont quand même les mains sales viennent nous expliquer à nous, qui depuis 30 ans déplaçons des supporters à travers toute l'Europe d'une manière totalement indépendante, en train, en avion, en bus, et qui organisons des tifos depuis 3 décennies sans le moindre problème. Nous, on n'a aucun blessé grave, aucun mort sur la conscience. Les ultramarines n'ont aucun blessé grave et aucun mort sur la conscience. C'est pas le cas de la Ligue. Et la Ligue vient nous expliquer que nous, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà. Et nous punit comme des enfants, en fermant d'une manière totalement arbitraire les parcages visiteurs, arbitraire et totalement irresponsable, des parcages visiteurs de Nantes et de Strasbourg. Voilà. Il y a un gars de la commission de discipline, et comme le souligne l'ANS d'une manière très juste, ils vont sur un terrain qui n'est pas le leur. Ils n'ont pas le droit de sanctionner les supporters, ils n'ont le droit de sanctionner que les clubs. Bon. Donc il y a une ou deux personnes dans cette commission de discipline de la LFP qui s'inventent une légitimité. Et le problème, c'est qu'on voit que même quand ça change, parce que quand Frédéric Thierry est parti, beaucoup ont pensé que ça allait aller un peu mieux, parce que les idées de Didier Quillot étaient pas mal, moi je trouvais au début, mais on voit que ça continue quand même comme c'était. Et c'est pareil pour la DLNH, on voit que les têtes ont changé, mais le travail reste le même, quoi. C'est toujours pareil. Fait. Alors bon, je te donne. Bon, tu sais, moi, ce que tu disais là, Florian, et d'ailleurs ça, c'est bien que tu en parles, c'est que à Amiens, c'est vrai que quand c'est arrivé, on a eu certaines personnes qui ont déclaré des choses à chaud, en disant directement, oui, c'est le comportement des ultras à remettre en cause. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé dérangeant, c'est qu'une fois qu'on s'est rendu compte que, en fin de compte, ça n'a rien à voir avec les ultras, mais c'était plus un défaut de la barrière. Il y a eu un peu un calme plat et un silence total, même pas une remise en cause de certaines personnes qui s'étaient un peu enflammées dans leur discours. Ouais. Et c'est ça qu'on peut reprocher. Oui, puis c'est des décisions juvéniles, quoi, comme des enfants. Voilà, on vous punit. Et encore une fois, donc c'est une ou deux personnes qui prennent des décisions totalement irresponsables en n'imaginant absolument pas les conséquences. Donc derrière, il s'est passé quoi? Bon, parcage visiteur fermé, forcément. Bon, les préfets. Ils font un petit peu comme leurs collègues et la solution de facilité, puisque les supporters jusqu'à présent s'y sont pliés la plupart du temps, on interdit le déplacement, comme ça permet d'économiser des forces de police et on s'emmerde pas à gérer quelques centaines de supporters. Moi, la sensation que j'ai, honnêtement, c'est que le monde ultra n'a pas une bonne image dans le monde du football et qu'on voudrait quand même un public un peu plus aseptisé, un peu plus tranquille et que de toute façon, le moindre débordement qui sera fait, et tout de suite, il y aura sanction derrière.
Moi, j'ai l'impression que c'est un mode de supporterisme qu'on veut plus trop en France. Moi, je sais pas si vous avez cette sensation-là, vous. Moi, c'est la sensation que j'ai. Bon, déjà, au niveau des clubs, je pense pas que ça soit le cas, puisque que ça soit Saint-Étienne, Marseille, Paris, Bordeaux, Nantes, je pense que l'environnement de ces clubs est favorable au groupe ultra. Bon, même si nous, en ce moment, on a des tensions un petit peu avec la direction des Girondins, on a toujours eu des très bonnes relations, et même encore aujourd'hui. Donc, dans notre environnement local, on est accepté, même par nos cités, on est accepté, par nos villes, on est accepté. On a une aura qui est incontestable. Après, il faut être cohérent. Si réellement ils ont un problème avec le mouvement ultra, qu'ils arrêtent d'utiliser leur image et leur production à des fins commerciales. Nous, c'est ça qui nous révolte. Tous nos tifos sont utilisés à des fins commerciales. Même les fumigènes sont utilisés à des fins commerciales pour promouvoir la Ligue 1. Donc, si réellement le mouvement ultra est un problème, qu'on arrête d'utiliser son travail à ce moment-là. Ouais, parce qu'il y a un double langage. C'est sûr, si t'en veux pas, mais que tu t'en sers pour les publicités ou la promotion, c'est sûr que ça peut interpeller des fois. Après, justement, on parlait de Strasbourg, mais à Strasbourg, justement, en plus, c'est ça qui est drôle, parce qu'avec cette répression qui se passe, c'est que des fois c'est les supporters adverses, alors que souvent on sort des arrêtés qui sont de plus en plus drôles des fois. Enfin, je sais pas, tu pourras en parler un petit peu tout à l'heure, parce qu'il y a des arrêtés, ils vont sortir des choses étonnantes des fois, et c'est souvent les supporters adverses qui tendent la main au groupe qui vient pour les faire entrer. Vous, c'est ce qui s'est passé à Strasbourg. Là, Strasbourg, c'est Strasbourgeois qui vous ont fait passer. C'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. Tu sais, du temps de la CNU, on avait quand même réussi à mettre autour d'une table Boulogne Boys, Commando Ultra, South Winners, Magic Fan, tous ces bons amis étaient autour de la même table. Hein. Et je te parle de ça, c'était il y a un peu plus de 10 ans, 12, 13 ans, 14 ans. Voilà, bon, c'est pas nouveau. C'était un réel exploit de réunir ces gens-là. C'était un réel exploit, mais tu sais, la CNU, j'entendais hier James qui est venu intervenir de l'ANS, qui est venu intervenir sur une radio locale, il disait c'est pas du tout la même chose, l'ANS et la CNU. Bon, il a raison, mais la CNU avait quand même mis les bases d'une vraie entente nationale, mais c'était très puriste, la CNU. C'est-à-dire que vraiment, on avait les leaders ultra de toute la France, puisqu'on avait réussi à mettre autour d'une table les Niçois, les Stéphanois, les Parisiens, etc. C'était vraiment, et c'était des réunions de haute volée. Mais ce qui nous avait manqué, et ce que fait très bien la NS aujourd'hui, c'est le lobby, c'est aller parler aux flics, aller parler à la DLNH, et ça, en tant qu'ultra, c'est compliqué de faire ça. C'est très compliqué. Et aujourd'hui, la NS, il y a des ultras dans la NS, mais il n'y a pas que des ultras. Et ça regroupe un peu tout le mode de supporterisme, pas uniquement les ultras. Oui, et puis même, je veux dire, les gens qui s'en occupent, par exemple Pierre Barthélémy, je pense pas que ça soit un ultra pur et dur, quoi. Voilà, mais ce sont des gens qui défendent la cause, qui sont révoltés par la répression que subit la cause, et c'est très bien parce que c'est tout ce qui nous a manqué au niveau de la CNU. Aujourd'hui, il est clair qu'on est dans un monde où le lobby est extrêmement important. Il faut aller frapper à l'Assemblée nationale, ce qu'a déjà fait la NS, en réussissant à faire poser des questions par des députés, en faisant bouger les lignes, en faisant du lobby, et un énorme travail juridique aussi derrière. Donc, et je pense aussi, tu sais, c'est quoi qui fait ça aussi, c'est que on pourra en parler tout à l'heure avec Frédéric et Christophe de Supporter, c'est que peut-être à une période, il y a toujours une méfiance envers les médias, mais le fait de s'exprimer dans les médias, c'est aussi très important pour l'image collective, l'image de tout le monde. Parce qu'à un moment, peut-être, on avait la sensation que les ultras, c'était juste les ultras entre eux, qui s'exprimaient pas, qui rejetaient, qui avaient du mal à faire confiance. C'est un peu plus ouvert quand même maintenant avec la presse. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous, par exemple, à Bordeaux, on utilise énormément Twitter parce que ça nous permet d'avoir une parole qui n'est pas déformée. Et d'avoir une parole instantanée qui n'est pas déformée, et c'est un vrai moyen de pression, et effectivement il y a 10-15 ans on n'avait pas ça, quoi. Donc ça aussi c'est une nouveauté avec lequel il faut de passer en direct en radio aussi, ça peut être pas mal. De passer en direct en radio, mais bon, ça il y a 15 ans on le faisait déjà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec un outil comme Twitter on peut interpeller les personnalités, on a un message qui n'est pas déformé, qui est instantané, et il y a un vrai moyen de pression. On le voit, on l'a vu ce week-end avec le hashtag « Je soutiens les UB87 », c'était assez extraordinaire. Je veux dire, il y a une onde de choc qui est inespérée.
Bon, voilà. Alors, je sais pas, j'étais en train de te faire la chronologie des événements. Tu veux que je la reprenne ou, Ouais, vas-y, vas-y, on repart là-dessus sur les événements qui sont passés lors de Strasbourg-Bordeaux. Voilà, donc Nantes, Nantes, interdiction. Donc là, on nous prévient. Alors ça, c'est ça qui est scandaleux. On nous prévient le jeudi pour le samedi. Nous, on a déjà Comme réservé. Marseille ce week-end, Voilà, voilà. 48 heures avant, voilà. Nous, 24 heures même. On a déjà réservé les bus. On a parlé NPME qui a mis 3 bus de côté. Et si on décommande, on a des agios à payer, enfin des arts à payer. Donc bon, nous, on se retrouve dans une situation. Bon, déjà, sur le fond, c'est scandaleux. Sur la forme, c'est scandaleux. Et en pratique, c'est scandaleux. Donc, nous, le jeudi, on prend la décision. Non, on n'annule rien du tout. On n'annule rien du tout. Et on reste dans la décision qu'on a prise de ne plus respecter les arrêtés. Donc, on va à Nantes. Et puis, bon, on se doutait bien qu'on allait faire demi-tour au péage. Donc, on ajoute un petit peu de piment à la chose. Et on va à La Roche-sur-Yon et on prend le train. Et là, bon, la police se rendant compte, étant avertie par la SNCF que 150 Bordelais ont pris le train, ils arrêtent le train, le temps de faire bouger la cinquantaine de camions de CRS du péage jusqu'à la gare de Nantes. Bon, là, ça s'est passé à peu près de manière cool puisqu'ils nous ont arrêtés à la gare de Nantes et ils ont fait une prise d'identité, ils ont appelé nos bus et on est reparti en bus. Bon, ensuite Strasbourg. Donc là, rebelote. Là, notre but est d'aller plus loin. Il n'est pas question qu'on fasse demi-tour. On veut accéder au stade. Donc, on l'annonce un tout petit peu moins, même si on l'annonce quand même. Et bon, forcément, on est moins nombreux. Hein. Strasbourg, c'est pas Nantes, hein, c'est un peu plus loin. Et on arrive quand même à être à peu près 70, à être motivés à braver cette interdiction. Bon, ça a été une organisation paramilitaire, hein, parce que, bon, j'exagère un peu les mots, mais c'est un peu presque ça. Il a fallu être sacrément organisé, puisque, moi, je suis arrivé un peu plus tôt dans l'après-midi, accueilli par les Ultra Boys, qui s'étaient occupés de nous fournir les places. Donc, comme tu disais tout à l'heure, hein, une solidarité. Oui, et puis tout à l'heure, j'ai vu la banderole du CU84 aussi en soutien. Ça, c'est extraordinaire, parce que le CU84, c'est nos pires ennemis, quoi, avec la BSN et la Tribune Boulogne, ce sont nos pires ennemis. Et le CU84 a fait une banderole de soutien. Donc effectivement, ce que nous on avait déjà ressenti au niveau de la CNU, qu'on était capable, malgré les rivalités, de travailler ensemble, c'est quelque chose qui s'accentue. Bon, les Ultra Boys, nous, il y avait une rivalité dans les années 90 avec les Strasbourgeois, mais bon, tout ça c'est un peu tassé. D'autant plus que ce sont des gens très respectables. On se connaissait un petit peu par le biais des réseaux sociaux et par le biais de l'ANS. Donc, ils se sont immédiatement portés volontaires pour nous donner un coup de main. Donc, ils nous ont acheté les places. Moi, je suis arrivé en début d'après-midi samedi pour aller faire un repérage. Donc, le but du jeu, ce qui était compliqué, c'était de distribuer les places sans être aperçu. Donc, il a fallu voir comment on allait faire, et puis après voir comment on allait rentrer discrètement dans ce stade et comment on allait se regrouper et ce qu'on allait faire. Et vous étiez attendu ou pas du tout? Bien sûr qu'on était attendu. Bien sûr qu'on était attendu, et à 18h, les gars de Bordeaux ont commencé à arriver en voiture, en minibus. Et immédiatement il y a un minibus qui s'est fait serrer en arrivant sur Strasbourg. Donc on a déjà une vingtaine de mecs en moins à 18h30, quoi. Donc là, on change rien à nos plans, on est dans un flunch discrètement, séparé en deux, on reçoit les mecs, on distribue les places extrêmement discrètement, on donne les consignes, et puis après on se sépare par groupe de 2. Et puis après, on se regroupe petit à petit, on se regroupe pas, mais on est étalé dans le stade, et à 20h, on commence à se rassembler dans la tribune derrière le but, à côté du parcage supporter adverse. Les Strasbourgeois font grève. On avait prévu avec les Strasbourgeois que c'était nous qui arrêtions la grève à 20h04, et à 20h05, on devait chanter avec les Strasbourgeois. C'est ce qu'on a fait. Donc, on se rassemble, ça se passe plutôt très bien. Les stadiers immédiatement arrivent, les stadiers de Strasbourg, ils sont d'une très très grande correction. Et nous font un petit peu décaler, et ils nous disent, bon, ben voilà, il n'y aura pas de souci, on vous encadre, il n'y aura aucun problème. Bon.
À la 40e minute ou à la 35e minute, on chantait, il n'y avait aucun souci, hein, il y avait un petit cordon de stadier, il n'y avait pas une grande animosité, hein, c'est pas Marseille, Strasbourg, je veux dire, c'est pas une rivalité historique, hein, donc il y avait une petite animosité des gens, mais rien de bien méchant, et les choses se seraient passées sans l'intervention de la police, le plus calmement du monde, et on aurait eu 60 Bordelais qui auraient poussé leur équipe avec une bâche, il n'y aurait eu aucun problème. Là, les stadiers viennent nous voir, ils nous disent les CRS veulent nous faire dégager de la tribune. Bah, nous, on leur dit, écoutez, qu'ils nous fassent dégager. Hein. Alors, au début, ils nous disent ils veulent gazer. Ce qui est étonnant, c'est que s'il y avait eu des incidents ou des tensions, le pire, c'est qu'il n'y avait aucune tension ni avec les stadiers, ni avec les supporters adverses, rien, quoi. Non, mais c'est la folie. Les Strasbourgeois. Ce que vous avez fait, c'est un peu ce qu'il y avait avec le PSG une période, avec les contre-parquages, où le PSG n'allait pas, il n'y avait pas de déplacement, ou alors il refusait d'aller dans le parquage officiel, et que les supporters se retrouvaient en contre-parquage. Et voilà, souvent, moi, ça me rappelle un peu ça, ce que tu m'expliques, là, ce qui s'est passé. Et encore, s'il y avait en plus des tensions ou quoi, mais là, tu me dis même qu'avec les stadiers, ça se passait bien, et avec les supporters, donc c'est étonnant que moi, je salue la sécurité de Strasbourg, qui a vraiment... Parce que les CRS, je crois que l'ordre est venu de qui, toi? Les CRS de la DLNH tu regarderas une photo qu'on a postée avec un stadier qui met ses bras en croix en solidarité avec nous, après qu'on soit fait éjecter de la tribune. Les stadiers étaient outrés. Donc, ils viennent nous voir, ils vont gazer. Donc là, d'ailleurs, si je peux me permettre juste de te couper 30 secondes, Florian, parce que j'en ai parlé avec Frédéric ce matin, là, parce que après je vais vous faire réagir sur ce que dit Florian, mais Frédéric, justement, le coup des stadiers, tu m'as touché 2-3 mots ce matin en disant que c'est pas un épiphénomène, il y a certains stadiers qui commencent à être gênés par ça avec cette répression un peu. En tout cas, du côté des stadiers, je vais pas parler de stadiers en général, mais en tout cas du côté des clubs et des directions de sécurité, des stadium managers, des SLO aujourd'hui, parce que maintenant il y a des référents supporters, il y a cette défiance envers la ligue aussi, ce côté où ils ont l'impression qu'on cherche à taper absolument sur leurs supporters. Comme le disait Florian, les rapports ultra club se sont quand même globalement améliorés. On peut trouver des endroits où ça se passe pas très bien, mais les ultras commencent à être des institutions locales qui sont écoutées comme des syndicats de clubs, voilà, qui sont écoutés, attendus, et ça permet d'avoir ce vrai contre-pouvoir. Et on sent que les clubs savent qu'ils ont besoin des ultras et ils s'en rendent compte. Il y avait dans les mots de Florian au début, on est pris pour des gamins, on nous traite comme des gamins. C'est exactement ça. C'est le rapport aux ultras, c'est des enfants hébétés à qui on ne peut pas parler. Et c'est en fait c'est ironique parce que pendant longtemps la Ligue disait qu'elle ne pouvait pas parler avec les ultras parce qu'ils n'avaient pas de représentativité. Aujourd'hui, ils en ont avec l'ANS, avec l'INS. Ils ont aussi des associations loi 1901 partout avec lesquelles ils peuvent discuter. Et pourtant, le dialogue s'est pas ouvert avec la Ligue pour autant. Alors par contre, il faut noter, c'est vrai, qu'avec les clubs, le dialogue s'ouvre et on espère que c'est ça qui va permettre aux ultras de plus vivre ce système tout répressif. Le seul problème, c'est que si les clubs soutiennent leurs supporters, mais si c'est face à la Ligue, souvent, ils vont plutôt aller dans le sens de la Ligue plutôt que de se faire sanctionner. Malheureusement, c'est la seule chose qui me fait peur. Mais on reviendra là-dessus après, si tu veux, Frédéric. Ouais, Florian, fini ton témoignage. Comme tu disais, après, donc les CRS sont arrivés. Ils nous disent ils vont vous gazer. Donc là, ça nous fait bien rire parce que gazer une tribune, on sait ce que ça donne. Surtout que c'était une tribune famille. Hein, on était entouré de gamins, de femmes. Enfin voilà, c'était une tribune familiale. Bon, quand ils nous ont dit ils vont gazer, je sais pas qui gaze, hein. Ils vont pas être déçus du voyage. Bon, ils ont quand même heureusement eu la présence d'esprit de pas gazer. Mais enfin, sans ménagement, ils sont rentrés dans la tribune et puis ils ont mis les boucliers. Nous, en plus, on avait 2 mètres de large, donc on pouvait pas sortir de la tribune. Même en nous poussant par des boucliers, on pouvait pas sortir de la tribune d'un coup. Bon, les vidéos, vous les avez vues, ou elles sont disponibles, hein. On a été matraqués sur la fin. Il y a une petite dizaine de coups de matraque gratuits. Mais bon, ce sont des images quand même assez fortes de CRS rentrant dans une tribune pour expulser 50 jeunes bordelais totalement pacifiques. Voilà. Et puis après, le carnage continue, quoi. On est parqué derrière le stade. Et là, hallucinant, quoi. On a tous été menottés.
amenés dans des voitures de la BAC. Toute la BAC de Strasbourg était derrière la Méno, un nombre incalculable de flics. Et on est amené un par un, menottés, dans des voitures de la BAC au commissariat de Strasbourg. On arrive au commissariat de Strasbourg à une cinquantaine et le cinéma continue, quoi. Garde à vue, PV de garde à vue, des PV de garde à vue de 2 pages. Il y a un fonctionnaire de police pendant toute la nuit qui a fait 47, puisqu'on était 47 précisément, 47 fois 2 pages de garde à vue, de PV de garde à vue. On avait tous demandé des docteurs, on avait tous demandé des avocats, les cabinets d'avocats explosés d'appels, les cabinets de docteurs explosés d'appels, et on a vu des fonctionnaires de police dont la plupart en plus ont été franchement, bon, on n'a pas la police dans notre cœur, mais ils ont tous été, on était dans le même bateau parce que eux ils étaient comme nous, ils subissaient dans les geôles des gardes à vue. Bon, ils font les 3-8 les mecs, hein, donc ils avaient un boulot mais complètement inhabituel et ingérable. Et on a vu des fonctionnaires de police craquer et être complètement désabusés de la masse de travail qu'ils avaient. Plus aucune garde à vue n'était libre. On était 4 dans des gardes à vue de 4 mètres carrés. On n'a quasiment pas eu à bouffer. Enfin bon, ceux qui ont fait des gardes à vue savent très bien qu'on bouffe pas en garde à vue. Mais bon, dans les 50 qu'on fait des gardes à vue, les 3 quarts, ils en avaient jamais fait. On avait 5 ou 6 filles de 20-25 ans. Il y en a qu'on fait des malaises. Il y en a qu'on fait des craquages psychologiques. Il y en a qui s'est retrouvés au mitard parce qu'ils craquaient psychologiquement. 18 heures, quand t'es pas habitué, c'est long quand même. Et puis aucune garde à vue de libre. Et les fonctionnaires nous disaient eux-mêmes, vous voyez, on est d'habitude on s'occupe de ce quartier-là, mais ce soir on n'y est pas. Et ils nous disaient eux-mêmes, ce soir on ne traite que les appels extrêmement graves. Alors je sais pas ce qu'ils appelaient extrêmement graves, mais à mon avis à Strasbourg, on pouvait taper sa femme tranquillement sans que personne intervienne. Hein. On pouvait voler le sac d'une vieille sans que personne intervienne. Sans que personne intervienne. À mon avis, c'est ça qui est grave, c'est complètement disproportionné. C'est ça le souci. Moi, je suis le premier moi, je défends la cause ultra parce que voilà, c'est une façon de supporter que j'aime. Les associations de supporters, c'est grâce à ça que tu as de l'ambiance. On l'a vu à une période au Parc des Princes, il n'y avait plus d'associations de supporters. On a vu ce que ça donnait. Donc, tu as besoin de ça. Après, que tu sanctionnes ou que tu punisses des gens qui c'est comme tout ce qu'on voit, les banderoles qui sont interdites dans les stades. Même à un moment, on t'interdisait même de mégaphones. Je sais pas moi, que tu sanctionnes des gens qui se comportent mal, qui font appel à la haine, racisme, violence. À la limite, passons. Mais quand tu es juste supporter, que tu te déplaces et que tu fais rien de mal, enfin compte là, ce qu'ils vous ont reproché, c'est d'avoir bravé l'interdit l'interdiction de se déplacer. Bon, voilà. De toute façon, on est continuellement dans un excès d'abus de pouvoir, dans un excès d'autorité. Donc ça commence par les 4 gars de la commission de discipline, et puis après, ça continue par un procureur et par un préfet qui sont jusqu'au boutiste et qui veulent exprimer leur pouvoir, leur autorité, quel qu'en soit le prix. Et d'ailleurs, toi, Florian, justement, j'en avais parlé récemment dans l'émission, moi, même si maintenant, nous, on parle football en général, mais il m'arrive toujours voilà, ça reste en moi de pousser un petit coup de gueule ou de dire un petit truc quand il se passe un truc sur le monde des tribunes, en bien ou en mal d'ailleurs, parce que bon, les supporters, je dis pas que tout est rose, il y a des fois, il y a des choses qui se passent qui sont pas parfaites chez les supporters. Je crois que tout le monde le sait, ça. Mais j'aime bien moi défendre la cause et dire des choses qui vont ou qui vont pas. Et j'en parlais récemment dans l'émission et il me semble que vous avez fait une banderole. Ça rentre totalement ça dans la liberté d'expression qu'on veut empêcher aux supporters. Vous avez fait vous à Bordeaux une banderole Gourvenec d'émission. Vous l'avez refusée, je crois. Il me semble. Oh oui, bon ça c'est un autre problème. Elle a été refusée où? Ouais, bon non. Par le club, oui. Non, à Bordeaux on a réussi à la mettre. Ah bon, parce que moi j'avais entendu ça qu'il y a une banderole Gourvenec d'émission qui avait été refusée. C'est un autre débat. Ouais. Non mais parce que moi, toi, ça rentre dans la liberté d'expression. C'est pas que les banderoles, tu peux de moins en moins en faire parce que voilà.
ça plaît pas. Moi, comme je dis, si c'est pas un appel à la violence ou de racisme ou de haine, bien sûr. on a le droit quand même. Ça fait partie du jeu de faire des banderoles. Il y a des banderoles dans des années. Bon, il y a des banderoles qui sont pas parfaites. On est d'accord. Je suis d'accord. Si on veut pas certaines banderoles, passons. Mais des banderoles qui sont pas incitation à la haine, violente ou raciste, je comprends pas on veuille empêcher ça. Moi, c'est un truc que je comprends pas. En plus, je vois pas le but. Surtout dans un pays où on prône la liberté d'expression à longueur d'année, quoi. Sur ce qui s'est passé à Strasbourg, en plus, ce qu'on peut dire, c'est que ça a fait l'actualité parce que c'était absolument aberrant ce qui s'y passait. Dans le même temps, les Nantais à Caen ont eu droit à des conditions indignes d'accueil et de fouilles complètement disproportionnées. C'est passé un peu à l'as parce que s'il se passait ce qui se passait à Strasbourg, mais en fait on se rend compte que en fait on peut avoir tous les abus sont possibles. De toute façon, il n'y a pas de véritable réaction de société et de réaction sociale parce qu'on est là, on discute entre nous et parce qu'on est tous nous en tant que journalistes, on a ce regard bienveillant envers la cause des supporters. On a Florian qui est là et qui fait partie du monde ultra, mais on se rend compte qu'il n'y a pas de prise de conscience sur le traitement du supporter. Mais là, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à Strasbourg, en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un électrochoc. Il s'est passé un truc. Maintenant, pour combien de temps? Est-ce que dans une semaine, on repart pas dans l'autre sens? Il va falloir voir à terme. Mais disons que le contexte était parfait. Il y a eu une succession d'événements qui nous ont bien facilité la tâche. L'histoire de la banderole à Lorient, des tifos d'Orient. Ensuite, la fermeture des parcages à Marseille. Le coup de gueule de Ménez avant Strasbourg. Et nous, on vient le bouquet final avec le déplacement à Strasbourg. Donc, on a eu le matin de Strasbourg une réaction aussi de Frédéric Hans, on a eu une réaction aussi de Daniel Riolo et une réaction de Ménez. Tout ça avant Strasbourg. Et des gens qui sont pas spécialement des défenseurs des supporters en général. Hein. Ça leur arrive de sortir des fois. Ils sortent la boîte à gifles des fois quand ils parlent des supporters. Ils sont pas. Toi, parce que autant nous, enfin moi le premier quand je parle. Bon, nous, moi, on est sur une web radio, mais il y a des grands défenseurs. C'est pareil chez SoFoot. Il y a certaines personnes qui sont. On sait qu'eux, ils sont proches des ultras, ils vont les défendre. Quant à Pierre Ménès ou Daniel Riolo qui commencent à défendre la cause et qui se disent un peu choqués de certaines choses qui se passent, voilà, c'est que ça commence à interpeller les gens, donc c'est peut-être bon signe. Après, tout à l'heure, ce que tu disais, toi, Frédéric, sur le fait qu'il se passe des choses qu'on laisse un peu passer et qui devraient peut-être plus choquer, mais on dit rien parce que c'est des supporters. Moi, je pense que c'est justement parce que c'est des supporters, et comme l'image est pas bonne, il suffit qu'ils te montrent une ou deux images de débordement parce que c'est ce qu'on te montre le plus. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va faire? Ces images-là, le grand public, ils vont dire ouais, mais les supporters, vous êtes comme ci, les supporters, vous êtes comme ça, et donc ça choque pas. Il faut que ça en arrive à des extrêmes un peu comme il s'est passé ce week-end pour que les gens prennent un peu fait et cause pour les supporters, mais en général, l'image est tellement pas très bonne des ultras, ils sont pas très bien vus, et donc voilà, c'est pour ça qu'on laisse passer. Les interdictions de se déplacer, depuis combien de temps on dénonce ça, mais tout le monde trouvait ça quasiment normal. À un moment qu'on interdit certains déplacements qui sont dangereux, mais de là on a à venir à une démission complète, c'est dingue quoi. Et moi je sais que la plupart vous pensiez, Florian d'ailleurs, qu'avec l'état d'urgence ça allait s'arrêter. Et après l'Euro 2016, mais on voit que ça continue. Cette année, c'est peut-être l'année la pire d'ailleurs. Ça continue parce qu'on s'y soumet aussi. Ouais, parce qu'après tu risques d'avoir ce qui s'est passé pour vous et d'être arrêté, garde à vue. Voilà, et puis je vais te dire, à Strasbourg, si on avait été plus nombreux, on n'aurait pas été en garde à vue. Si on avait été ne serait-ce que 150, on n'aurait pas été en garde à vue. Mais c'est aussi pour ça que tout à l'heure, on a brièvement parlé du rapport aux médias et Florian disait qu'avec Twitter, il pouvait s'exprimer librement sans que les propos soient déformés. C'est un fait déjà, c'est vrai. Le problème de Twitter, c'est maintenant tu peux mettre un peu plus de mots, mais avant c'était vraiment très peu de mots. Oui, mais ça permet de diffuser les communiqués, etc. Donc voilà,
Et ça leur permet de pouvoir justement s'exprimer et d'être écouté par beaucoup plus de monde. Et le rapport aux médias aussi est en train de changer. Enfin, les médias ont traité pendant très longtemps la cause du supporter par l'angle des violences et de la répression. À part des articles sur les interdictions de déplacement et des articles sur des échauffourées avant un match sur une aire d'autoroute. On parlait jamais des supporters. Voilà, on n'en parlait jamais. Aujourd'hui, il y a des jeunes journalistes qui arrivent un peu partout, et je parle même dans les grands médias, et qui viennent et qui ont un vécu stade, un vécu tribune, un vécu ultra, et qui peuvent raconter ce qu'est vraiment le monde des tribunes, et en parler sans trop de préjugés. Et pour faire avancer la cause, c'est comme ça aussi, c'est par ce rapport aux médias qu'on va pouvoir changer un peu l'image beaufisante, violente, raciste qu'a le supporter. Et tous les stéréotypes qu'ils peuvent avoir depuis une trentaine d'années. Enfin, je sais pas si vous avez des proches qui suivent pas du tout le foot ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est quand même ahurissant à chaque fois qu'on en parle, où il y a toujours les mêmes clichés qui reviennent. Et c'est vrai que ça aide pas à cette sympathie pour la cause. Et que du coup, il peut y avoir tous ces débordements de violence envers les supporters, ce mépris des libertés individuelles, parce qu'il faut dire les mots, c'est des mépris de libertés individuelles, ne serait-ce que les interdictions de déplacement. Tout ça, depuis 2011, ça a préfiguré maintenant ce qu'on peut vivre avec l'état d'urgence. Et vraiment, ce rapport doit changer aussi dans l'esprit des gens pour que. Après, il faut que les supporters fassent attention aussi. On sait très bien que avec tout ce qui se passe, c'est que le moindre débordement, si tu donnes le bâton pour te faire battre, direct, voilà, tu joues contre ton camp, toi. Tu mets un but contre ton camp. Attends, Xavier, les débordements, il y a quoi comme débordement Ouais, mais tu sais très bien que le moindre débordement, regarde ce qui s'est passé à vos 30 ans là avec les Marseillais. Après, t'as les Stéphanois quand il y a le maillot de Fekir, là, soi-disant, qui envahissent le terrain. Tu vois, c'est des images. Pour certaines personnes, ils vont, ça sera à charge. Ils diront, mais regardez, vous, comment vous vous comportez, vous étonnez pas, tout. Je l'ai entendu cette année par certains journalistes. Oui, on en revient en fait au côté, les ultras sont des enfants en fait. C'est du paternalisme à 2 francs. Voilà, les supporters, vous devriez vous comporter comme ça et pas comme ça. Vous devriez chanter à ce moment-là, mais par contre pas siffler à ce moment-là. Vous devriez. Par exemple, oui, Non, mais T'entends des critiques, sur la façon de supporter. Tout le monde a une façon de supporter différente ou de vivre le football différemment. À un moment, on a voulu aussi opposer les ultras avec les supporters qui viennent au stade juste pour être tranquille. Non, il y a de la. Ouais, c'est ce que moi ma vision, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde dans un stade. Voilà, t'as pas envie d'être avec des ultras, et t'es dans une autre tribune, mais qu'on n'empêche pas une certaine catégorie de supporters. En plus, c'est quand même incroyable, c'est qu'on empêche les supporters de se déplacer. Et en fin de compte, il n'y a pas et on se plaint du manque d'affluence dans les stades. C'est pareil, ça c'est à double sens. Je comprends pas. C'est double tranchant. T'interdis les gens et puis tu te plains que les stades sont pas assez pleins. À un moment, va peut-être falloir ouvrir le dialogue. Mais toi, Florian, justement, toi qui baignes là-dedans, est-ce que tu sens qu'avec la Ligue, il peut y avoir un début de dialogue avec les instances, ou tu le sens Écoute, tu ne sens pas ça? Nous aujourd'hui, on laisse l'ANS gérer ça. Ouais. C'est-à-dire que nous, on est dans le terrain, sur le terrain action. On est dans le comment dire, dans le nerf de la guerre, quoi. On est sur le terrain action, mais on fait des actions au stade, comme on a fait ce week-end, comme on a toujours fait, comme on en fera encore. Après, tout ce qui est discussion avec la DLNH, discussion avec la Ligue, discussion avec les autorités, on laisse ça à l'ANS, parce que ils t'en disent quoi, eux, justement, que ça se passe un peu mieux? On a déjà donné, et nous en tout cas à Bordeaux, on n'y retournera plus, parce qu'on a été franchement échaudés des réunions avec la Ligue, etc. Et ça nous intéresse plus, et l'ANS fait ça très bien. Ils ont l'air de penser qu'il y a des ouvertures, mais de toute façon, faut pas se leurrer. C'est l'opinion publique qui va faire fléchir tout ça. Bien sûr. Et j'ai bon espoir que ce qui se passe depuis ce week-end est une vraie brèche, et que va y avoir des vraies avancées. Nous, on avait vu un petit peu avec Adieu Lescure quand il nous avait programmé le match le dimanche à 14h. C'était le peuple et c'était l'impact médiatique qui avait permis de ramener le match le samedi soir. Mais tout est comme ça.
Nous, dimanche, on était en garde à vue, puis tout d'un coup, bon, les choses allaient doucement, et puis tout d'un coup, ils se sont excités. Et puis en sortant, on nous dit, bon, on savait pas, nous, ce qui se passait, on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien, donc en sortant, on nous dit, il y a 150-200 personnes devant le commissariat de Bordeaux qui sont en train de manifester. Au même moment où on sortait. Moi, j'exclus pas que le préfet de Bordeaux ait pris un petit peu peur, parce qu'il a vu 150-200 personnes arriver devant le commissariat. Peut-être qu'il se disait qu'il y en aurait 500 qui arriveraient de plus. J'exclus pas que le préfet de Bordeaux a appelé le préfet de Strasbourg et lui a dit, bon, t'es bien gentil, mais voilà, j'ai 200 000 devant le commissariat et je sais pas jusqu'où ça va aller. Ouais, j'ai peur que ça dégénère. Ouais. Voilà, on a affaire à des politiques qui doivent faire attention à l'opinion publique et avec l'opinion publique et avec le troisième pouvoir qui est la presse, on peut soulever des montagnes. Et il y a que comme ça que les choses avanceront. Voilà. Et je sais pas si vous vous rendez compte quand même depuis ce week-end, mais des contre-attaques médiatiques, il n'y en a pas, quoi. Je veux dire, la police n'a pas contre-attaqué, la Ligue n'a pas contre-attaqué. C'est ce que j'allais dire, ouais, j'ai pas vu moi de réaction de la Ligue. Ils ont quand même été un peu mis en cause tout ce week-end là. Mais oui, mais ils sont dans la merde parce qu'ils savent très bien que qu'ils sont totalement en faute, quoi. Oui. Donc là, ils se retrouvent dans une situation où ils sont bien embêtés, où l'opinion publique se retourne contre eux, les personnalités se retournent contre eux. Bon, là, on est sur un jeu où chacun est dans un jusqu'au boutisme, jusqu'où on va. Parce que pour l'instant, on a deux partis qui sont dans une logique totalement extrémiste. Et si chacun s'entête sur ses positions, on va au-devant de très, très, très gros ennuis. Voilà. Donc, je pense quand même que, parce que eux, ils sont professionnels, nous, on est des bénévoles, hein. Eux, ils ont la responsabilité qu'il n'y ait pas de drame dans les manifestations sportives. C'est eux qui ont cette responsabilité légale et officielle, c'est pas nous, même si on l'a quand même. Mais je veux dire, si demain, bon, je dis n'importe quoi, mais si par exemple demain 500 Marseillais vont à Saint-Étienne en bravant l'interdiction, de la même manière qu'on l'a fait à Strasbourg, en étant totalement incognito, en s'étant procuré les places par leurs propres moyens, et en rentrant tout d'un coup dans le COP Nord ou à côté du COP Nord ou dans le COP Sud, et tout d'un coup se regroupent à 500. Je veux dire, mais pour le coup, là, ça pourrait très mal se passer, par contre. Ce qu'on a fait à 50 à Strasbourg est tout à fait réalisable à 500 n'importe où. C'est tout à fait réalisable. Je veux dire, les ultras, on est tout à fait habitués à des organisations de ce type. On sait faire. On sait mener les foules. Imagine ce que ça pourrait donner. Bon, mais on va droit vers ça. On y va tout droit. Donc, et ça risque en plus de créer peut-être plus d'incidents que si tu avais des déplacements organisés, officiels. Et on est dans une aberration. Regarde le huis clos de Saint-Étienne l'année dernière. Et là aussi, réaction jusqu'au boutiste. On interdit de stade les leaders. Ah bah super. Pour le Saint-Étienne-Lyon d'après, il n'y a plus de leaders dans le stade. Donc il se fait n'importe quoi dans le stade. Et on a des groupes que je citerai pas qui sont déjà dans une logique de radicalisation. Bien plus que nous. Il y a des groupes qui sont plus sous Assos, qui sont plus en loi 1901 et qui n'en ont plus rien à foutre et qui font péter dans tous les sens, alors qu'il y a quelques années ils auraient jamais fait ça parce qu'ils étaient en association, etc. Donc voilà, il y a certains groupes qui sont déjà dans une logique extrêmement radicale. Donc on prend ce chemin-là où ça va s'arrêter, quoi. En espérant ne pas trop se radicaliser, comme tu dis, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le problème, c'est que je peux le comprendre, tu vois, qu'à un moment t'en aies marre et puis tu te sois mis à changer parce que t'en as marre de cette répression, mais si ça se passe mal, et ça jouera contre vous, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Si tu fais pas cette action radicale ce week-end, je veux dire, c'est quand même pas neutre. Ouais, mais enfin, moi, je trouve. Non, mais attends, quand tu parles de radical, c'était pas radical ce que vous avez fait. C'est pas radical. C'est braver un interdit. Hein. Ouais, mais bon. C'est pas radical de faire 18 heures de garde à vue, de se faire expulser d'un stade à coup de matraque. Non, mais c'est pas ça que je te dis, moi, Florian. Ce que je veux te dire, c'est que la différence moi, quand tu me dis radical, par exemple, moi, je penserais plus à des gens qui vont quand même se déplacer, quitte à foutre le bordel. Vous êtes venus pacifiquement, moi. C'est ça que je veux dire. C'était pacifique ce que vous avez fait. C'est ça que je veux dire. Tout à fait, c'est pacifique. Mais c'est radical dans le sens
où on se met en danger quand même. Oui, c'est sûr. Fortement. Mais d'ailleurs, juste pour conclure avec ça, parce qu'après on va passer avec supporter là, Florian, tous ces gens là, bon toi, bon je vais pas te traiter de vieux, mais bon, on doit être de la même génération. T'es quand même quelqu'un avec de l'expérience. Tous ces, comme tu disais, il y avait des femmes, il y avait des jeunes. Ça peut pas les décourager quand ils vivent un week-end comme ça où tu te retrouves avec garde à vue pendant 18 heures, etc. Bah, tu sais ce que c'est le mouvement ultra. Il y a un côté, comment dire, un côté hippique, un côté romanesque. Ça les renforce. Voilà, c'est ça qui attire les jeunes vers nous. Bon, évidemment, les 18 heures, les pauvres, ils en pouvaient plus, puisque surtout que les trois quarts, ils en avaient jamais fait. Mais en sortant, on s'est tous tombés dans les bras, quoi, parce qu'on s'est rendu compte de l'onde de choc. Et personne ne regrette aujourd'hui ces 18 heures de garde à vue. Et même on aurait su l'onde de choc que ça avait, je pense qu'on les aurait moins saoulés l'après-midi pour qu'ils nous libèrent plus vite, quoi, tu vois. Mais bon, évidemment, il y en a 2-3 qui ont été extrêmement choqués, peut-être qu'on reverra jamais. Mais 95% du groupe est extrêmement fier de ce qu'on a fait et on l'a fait réellement pour la cause. C'était totalement prémédité. L'onde de choc est totalement au-delà de nos espérances, mais tout ça a été mûrement réfléchi, mûrement prémédité, et on a fait ça en notre âme et conscience. Et encore une fois, on l'a fait pour la cause supporter. Moi, tu disais, tu me traitais gentiment de vieux. Hein, voilà, bon, évidemment qu'on n'est pas vieux, mais dans le mouvement ultra, on est vieux. Moi, j'ai bientôt 40 ans, je suis chef d'entreprise. Voilà, c'est ce que je veux dire. On est de la même génération. Voilà. Je viens d'avoir une petite fille à 3 mois. Bon, tu vois, ma femme, elle a fait la gueule parce que samedi matin, je pars en lui disant, bon, mais chérie, je vais en garde à vue. Bon, voilà. Mais moi, c'est un combat que je vis depuis que j'ai 15-16 ans. Je veux dire, c'est le combat de ma vie et c'est un combat qui est louable. Je veux dire, c'est un combat qui est noble. Je veux dire, on se fait, parce que moi, je reste persuadé qu'il y a un lobby financier derrière tout ça. On veut un public qui vienne dépenser son pognon au stade. On veut un public familial qui vienne dépenser 200-300 euros par match. On ne veut pas de tribune populaire qui n'a pas d'argent et qui vient dépenser 12 euros et qui te fait chier pour le prix des abonnements, qui te fait chier pour le 3e maillot, qui te fait chier pour l'entraîneur. Ah, mais c'est tout à fait ça, oui. Ouais, c'est ça. Donc, et c'est un lobby qui se montre pas, qui ne dit pas son nom, mais qui agit comme il a agi en Angleterre et comme il agit ailleurs, et la véritable volonté, elle est là. Donc, surtout que le bon exemple à prendre, si tu veux garder l'ambiance dans les stades, c'est plus prendre par exemple le côté allemand que prendre le côté Premier League, parce qu'il y a pas mal de stades. D'ailleurs, Eric Dimeco, qui commente en Angleterre, il le dit souvent, lui, sur RMC, où c'est carrément des théâtres, quoi, en Première Ligue, malheureusement. Donc, il doit y avoir moyen quand même de... Ce lobby nous fait croire qu'il y a de l'ambiance en Angleterre. Ouais. Il y a moyen de faire les deux, quoi, d'avoir de l'ambiance, tout en ayant des stades avec ou des ultras ou des publics familiales. Il y a place pour tout le monde quand même dans les stades. De toute façon, il est clair que l'exemple aujourd'hui, il n'y a pas qu'en foot que c'est l'exemple. Mais l'exemple aujourd'hui, c'est l'Allemagne. L'Allemagne et les pays scandinaves. Voilà. Bon, maintenant, l'Allemagne, c'est différent aussi. Le mouvement ultra est plus jeune. Il est beaucoup plus puissant. Il est jeune, mais il est extrêmement puissant. Je veux dire, il y a une force de frappe en Allemagne. D'ailleurs, quand on a vu les gars de Francfort, il y a 1 ou 2 ans qui étaient venus à Bordeaux, bon, les mecs, c'est vrai. 12 000, quoi. Ils étaient 12 000. Les types, ils sont rentrés, ils ont chargé au virage nord, ils étaient 400-500. Il y a 400-500 mecs qui n'ont pas payé. Ils ont allumé, on n'a jamais vu un incendie pareil. Bon, je veux dire, c'est du rapport. Les Allemands, c'est pas à 300 qui se déplacent en général. On est tout le temps dans le rapport de force. Voilà, les surveillants de prison, ils ont obtenu ce qu'ils ont voulu en faisant quoi? En foutant le bordel. Les routiers, ils ont enlevé le truc, là, la taxe, là, ce qu'ils avaient foutu partout, là, comment ça s'appelait, la taxe de Ségolène, là. Si, tu sais, les portiques, là, les portiques automatiques, ils devaient taxer les poids lourds. La taxe carbone. La taxe carbone, voilà. Bon, ben, les mecs, ils ont bloqué le pays et on s'est retrouvé avec des portiques qui valent une fortune dans toute la France et qui servent à rien. On est tout le temps dans le rapport de force. Et les Allemands, ils arrivent à gagner ce rapport de force parce qu'ils sont des milliers. et nous, on aurait été 500 à Strasbourg, on le gagnait, le rapport de force. Voilà. Comme on l'a gagné l'année dernière à Nantes en disant on a des centaines de personnes qui arrivent de toute l'Europe et le préfet, il a paniqué. Malheureusement, on est continuellement dans le rapport de force
Et c'est en cela que je te parle d'action radicale, mais radicale, bien sûr, il faut pas prendre le mauvais sens du terme, mais tu es obligé de te mettre en danger. Et aujourd'hui, encore une fois, je veux pas citer les groupes auxquels je pense parce que ça pourrait leur causer du tort et je veux pas qu'ils m'en veuillent, mais il y a des groupes qui sont déjà dans cette logique. C'est-à-dire, il y a des groupes bien connus qui se revendiquent ne pas être en assaut et qui, à partir de là, disent clairement, nous, on n'en a plus rien à foutre. Et même maintenant, à la moindre provocation policière, on brassera dans tous les sens. À la moindre provocation de la CIR, on brassera dans tous les sens. Et il y a des choses déjà qui se passent. Bon, heureusement qu'ils sont tués, mais qui sont une vraie forme de radicalisation. Vous savez, quand vous empêchez, quand vous attaquez une association, elle est obligée de ne plus être en assaut, que vous interdisez ses leaders de stade, ben, il ne faut pas lui en vouloir de se radicaliser. Hein. C'est pas nous les responsables de la radicalisation. C'est les gens qui mettent en place ça. Donc voilà. Donc si demain il y a un drame, et il y aurait pu avoir un drame à Strasbourg. Je veux dire, quand les CRS nous ont chargés, j'aurais très bien pu avoir un gars de chez moi qui pète un plomb, qui fonce dans les flics se lâchent, un coup de matraque malvenu, et puis quelqu'un dans le coma ou je ne sais quoi, ou un mouvement de foule ou je ne sais quoi. Mais il n'y a pas de lutte sans risque. Il y a, comme je disais à 20 minutes, il n'y a pas de lutte sans martyr, il n'y a pas de lutte sans risque. Je veux dire, toutes les luttes qui ont apporté quelque chose, il y a des risques, il y a des sacrifiés, il y a des sacrifices, et malheureusement, il y a des dommages collatéraux, etc. Juste pour finir, il y a pas dans le pays des bisounours. Hein. Il y a un truc quand même dont on n'a pas assez parlé, c'est quand même le début, ça part de ces fumis à 3. Au final, on en revient toujours à ce sujet, l'utilisation de fumigènes. Pour moi, ça montre l'incompétence de certains et le jusqu'au boutisme de la Ligue. C'est que aujourd'hui, ce qui s'est passé avec les fumiers à Bordeaux, nous, on n'y était pas. On va pas juger pourquoi ça s'est enflammé. Florian, tu l'as raconté tout à l'heure. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, quand l'utilisation de fumigènes est encadrée, il n'y a jamais de problème. Quand elle est interdite, comme elle l'est aujourd'hui, eh ben, on peut se retrouver face à des situations difficiles et complexes. Si demain la Ligue veut arrêter son système tout répressif, veut que ça se passe bien dans les stades et veut de la sécurité dans les stades, ils écoutent aussi les associations de supporters, ils écoutent les clubs, parce que même les clubs sont prêts à mettre en place certaines choses. La preuve avec Lyon. Et on pourra se servir de fumigène dans de bonnes conditions. Et tout ça n'aurait jamais... Enfin, il y a d'autres choses qui sont coordonnées, mais la plupart des choses n'auraient jamais eu lieu à ce moment-là. Et on serait dans des circonstances bien plus favorables pour discuter. Mais de toute façon, ça, on rêve un peu parce que quand on lit les interviews du directeur de la LFP qui confond un pétard et un fumigène, on part de très loin. Bah d'ailleurs, Florian, toi, tu es pour les fumigènes, il me semble, hein, j'avais vu sur Twitter, mais par contre, vous avez toujours condamné les pétards, vous. Nous, c'est depuis des années, c'est interdit. Hein, on en fait la chasse et la guerre. On a fait une erreur, je pense, à peu près tous les leaders ultra de France, puisqu'on est à peu près tous, je pense, sur la même longueur d'onde. Les pétards, il y a une vraie dangerosité. L'erreur qu'on a faite et qu'on fera plus, c'est qu'on les avait tolérés dans les cortèges. Mais malheureusement, quand tu tolères dans les cortèges, ça laisse sous-entendre. Voilà. Donc nous, on a fait cette erreur de les tolérer dans les cortèges, tout en disant à nos jeunes, c'est très dangereux, etc. Mais malheureusement, c'est sans doute ce qui a entraîné que pour Marseille, il y a un pétard qui est rentré. Mais sinon, nous, à Bordeaux, ça fait des lustres qu'on se bat contre ça et qu'au stade, il n'y en a pas. Mais effectivement, c'est deux combats totalement différents. Et quand la mode des pétards est arrivée à Bordeaux, nous, on l'a subi comme les autres. Il a fallu qu'on fasse un vrai boulot, quoi. Un vrai boulot de prévention, un vrai boulot de répression en interne. En passant pour des vieux cons, etc. Après, les fumigènes, de toute façon, bien sûr que là aussi, l'interdiction, la répression, les fumigènes, c'est pas neutre, hein, évidemment que c'est dangereux, mais c'est la répression et qui entraîne cette dangerosité. Nous, on avait fait notre dernier grand incendie, et même celui de nos 30 ans, mais celui de l'Escure est un peu plus frapper les esprits. Il y avait des pompiers. Je veux dire, c'était un accord tacite avec le club. Tout était organisé. On a quand même allumé 300 torches ce jour-là. Tout était étalé, tout était organisé. Les pompiers étaient à proximité, ils étaient au courant. Il y a un trio avec un fumigène.
Oui, bon, ça, oui, c'était quand il est parti, Trio. Et les diffuseurs étaient ravis de filmer aussi. Mais nous, on est pour ça parce que on n'est pas fou non plus. On sait très bien que l'allumage anarchique, bon, ça a le côté puriste, etc. Bon, très bien, mais on sait que c'est dangereux et on est favorable à l'encadrement. Mais de toute manière, il faut des compromis. Je veux dire, et c'est pour ça que nous, on est échaudés de se mettre autour d'une table. C'est parce que quand on s'est mis autour d'une table au nom de la CNU, si vous vous mettez autour d'une table, c'est pour qu'il y ait des compromis. S'il n'y a pas de compromis, ça sert à rien de se mettre autour d'une table. C'est que dans un sens. Ben voilà. Et toutes les réunions qu'on avait faites avec la belle Ramayad, avec le pas très beau Thiriez, avec ses assesseurs, etc. Parce que Ramayad, quand tu la vois en vrai, je peux te dire que c'est quelque chose. Hein. Entre parenthèses. Bon, mais ça allait que dans un sens, quoi. Enfin, il y a eu aucun pas, aucun compromis, aucune avancée, aucun geste vers nous. Donc, tant qu'il n'y aura pas des compromis de la part de la LFP, de la part de la DNNH et du ministère de l'Intérieur, on n'ira nulle part. Et le premier compromis qu'il faut qu'il y ait, c'est sur les fumigènes. Parce que c'est 90% des interpellés, 90% du travail de la DNH et 90% des emmerdes. Bon, si c'est pas 95. Et des amendes. Et des amendes. Donc, le premier sujet qu'il faut traiter, c'est le sujet fumigène. Mais si la seule discussion qu'on va avoir, c'est de nous dire il y a la loi Alliot-Marie de 93, c'est interdit, c'est comme ça, on va pas aller loin. On va pas aller loin. Le débat va s'arrêter en 30 secondes. En tout cas, je te remercie, Florian, pour ton témoignage. Alors, merci de ton témoignage, en tout cas, et courage à vous, en tout cas, les gars. D'accord ? Allez, merci beaucoup. Merci Florian, à bientôt.